Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer le live dans quelques instants, le temps que les derniers retardataires arrivent. Donc bonjour Swazik, bonjour à tous. Donc pour rappel, ce live il est organisé par les jeunes de la Société française de virologie, qui est composée de jeunes chercheurs, des doctorants, des post-doctorants, des étudiants en master. On est répartis sur l'ensemble de la France dans différentes universités et différents laboratoires. On a tous des parcours très variés, mais on partage une ambition en commun, c'est dynamiser la vie de la virologie et surtout la vulgariser au grand public. Donc ce soir, c'est notre premier live. Donc on est très content d'être là ce soir avec vous et avec Swazik. N'hésitez pas à nous faire des retours dans le chat. Tous les commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux que vous retrouverez dans le chat. Nos modératrices vont vous mettre des liens pour y accéder plus facilement et vous aurez tout à la fin du live également. Donc aujourd'hui, pour ce premier live, on va aborder le sujet des norovirus, comme on l'a évoqué dans le titre. Donc vous avez sûrement déjà rencontré ces virus, mais vous êtes peut-être pas du tout au courant. Ce sont des virus qui peuvent poser des problèmes, notamment en période de fête de fin d'année qu'on vient de passer, où la consommation de coquillages, notamment les huîtres, elle augmente fortement. Et donc ensemble, ce soir, on va essayer de comprendre comment fonctionne ce virus, notamment avec l'aide et l'expertise de Swazik Le Guyader, qui est directrice de recherche à l'IFREMER, donc l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Donc Swazik, elle dirige le laboratoire santé, environnement et microbiologie, et ses travaux, ils se concentrent sur les agents microbiens qui sont introduits par les bassins versants dans les zones littorales, et elle s'intéresse particulièrement aux virus qui sont capables d'infecter l'homme. Elle étudie aussi le rôle des virus dans les écosystèmes marins, et vous pouvez retrouver facilement ses travaux sur internet si vous voulez en apprendre un peu plus après le live également. Donc au vu de ces nombreux travaux sur cette thématique, sur le contrôle des norovirus dans les coquillages sur nos littoraux et sur leur étude, on ne pouvait pas rêver mieux ce soir comme intervenante. Et donc on est très content avec les jeunes de la Société française de la voir ce soir. Et on souhaitait la remercier aussi pour son implication dans la préparation de ce live. Donc merci Swazik d'être là ce soir. On va pouvoir commencer le live. Je vois qu'on a augmenté le nombre de viewers. Donc j'espère que vous voyez tous bien. N'hésitez pas pendant la présentation à poser des questions dans le chat. Il n'y a aucune question bête. Vous pouvez poser les questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Et on essaiera d'y répondre au maximum pendant la présentation. Donc comme je l'ai dit pendant l'introduction, les norovirus, ce sont des virus que l'on peut rencontrer lorsqu'on mange des coquillages contaminés, comme les huîtres par exemple. Donc Swazik, je vais vous laisser faire votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce pathogène et comment il fonctionne? Oui, donc absolument. Et donc merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Je suis très honorée d'être avec vous ce soir. Donc effectivement, les norovirus, alors on connaissait la maladie depuis très longtemps. Quand on remonte très loin, hein, on savait les gastro-entérites, bah oui, c'est quelque chose qui a toujours arrivé dans le... Mais par contre, il y a plusieurs années, on a mis longtemps à identifier ce virus. Parce que ces virus, ils sont vraiment tout petits. Et ici, sur cette diapositive, vous avez la comparaison de la taille d'un virus, par exemple, par rapport à une bactérie ou à une cellule ou même un poil. Et on voit très bien qu'aller chercher des particules qui sont... c'est compliqué. Ces virus sont petits et ils sont très simples. Et donc ça fait qu'ils sont particulièrement résistants dans l'environnement. Ce qui complique leur détection également, c'est qu'ils sont très divers. Il y en a énormément, ils se ressemblent tous, mais ils ne sont pas pareils. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est qu'ils sont vraiment résistants dans l'environnement. Ils vont résister à la congélation, ils s'en fichent de l'eau de mer, ils s'en fichent d'être secs. Donc c'est vraiment leur succès pour résister dans l'environnement. Très bien. Alors je vais vous demander 2 petites minutes parce qu'on a un petit souci avec la présentation qui ne passe pas. Ouais. Mais on a tous écouté ce que vous avez dit, Swazik. Je reviens dans 2 secondes. On va juste régler le petit problème et je reviens tout de suite.
Alors, vous voyez toujours pas les diapos qui passent. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Donc, voilà pour la diapo. Donc, merci Swazik pour les premières explications. Donc, on a vu un peu le fonctionnement de ce virus. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quels sont les symptômes que l'on peut avoir lorsqu'on est face à ce virus? Oui, donc, hélas, on a à peu près tous expérimenté une gastroentérite une fois dans sa vie. Donc, ça va commencer, en fait, ben voilà, on se sent pas très bien, on a des vomissements, des signes un peu avant-coureurs, et ça arrive assez rapidement, je dirais, à peu près entre 8 heures, maximum 24 heures après avoir consommé ou avoir été en contact avec quelqu'un. Et heureusement, la maladie, ça va durer, est assez courte. En 2-3 jours, on se sent déjà mieux. Et ce que l'on a mis longtemps à comprendre avec ces virus, c'est que l'immunité est de courte durée, c'est-à-dire qu'on on ne garde pas des anticorps pendant très longtemps. Et par ailleurs, on n'est pas tous sensibles de la même manière. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on est tous en contact avec le même aliment, donc ce soir nous parlons des huîtres, certains vont dire, moi j'ai été malade et d'autres pas. Et en fait, c'est parce qu'on a une sensibilité génétique envers ces virus, et ces virus vont reconnaître certaines personnes. Alors, comme ces virus sont très divers, tout le monde peut être malade au moins une fois. Il y a des virus pour tout le monde, mais par contre, tout le monde, un virus ne va pas pouvoir infecter tout le monde. Et donc ça, c'était aussi une particularité de ces norovirus. Très bien. Merci pour ces explications. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les moyens qui sont mis actuellement en France, par exemple, pour limiter ces infections chez l'homme et pour surveiller les différentes épidémies, par exemple? Oui, alors absolument. Je dirais que les coquillages sont un des aliments les plus surveillés. Il y a tout un réseau de contrôle que l'on appelle le REMI, qui est coordonné par l'IFREMER, qui surveille toutes les zones de production en France. Malheureusement, cette surveillance, elle est basée sur des bactéries. Et les bactéries ne réagissent pas comme les virus. Donc, on réfléchit à l'heure actuelle à essayer de mettre en place et de faire évoluer la réglementation pour essayer de mieux cibler ces virus. Parce que, effectivement, il y a toujours ces épidémies liées à la consommation de coquillages. Mais les coquillages sont surveillés. Très bien. On a une question dans le chat sur la diapo précédente. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que chacun a ses résistances naturelles propres? Je vais remettre la diapo d'avant. Oui. Alors, résistance naturelle propre, c'est un peu, je dirais pas ça de cette manière, c'est plus que certains vont être sensibles à un virus et d'autres vont être sensibles à un autre virus. Donc en fait, c'est vraiment comme si, voilà, si le virus ne peut pas rentrer dans les cellules d'une personne, la personne ne va pas être malade. C'est, voilà, c'est des adéquations entre les virus et les cellules humaines. D'accord. Merci pour la réponse. J'espère que ça a répondu à la question dans le chat. Donc voilà, la réglementation, oui, ça on l'a faite. Du coup, là, comment est-ce que ces virus, ils atterrissent dans les huîtres si ce sont des virus humains, comment on peut les retrouver dans les huîtres? Voilà, donc je viens juste d'évoquer cette surveillance sur les coquillages qui est basée sur un indicateur bactérien. Donc on va rechercher dans l'environnement une bactérie qui est un Escherichia coli, qui est présent dans les tubes digestifs de tous les mammifères, que ce soit homme ou animal. Et cette bactérie, elle va arriver dans l'environnement littoral, soit via les stations d'épuration, mais également via les animaux qui sont dans les champs ou même les chiens que nous promenons dans la rue. C'est pour ça que c'est important aussi de ramasser les crottes de chiens.
et l'épandage que l'on peut faire sur les champs. Donc tout ça, ça va entraîner des bactéries au niveau des zones littorales. Mais la différence, c'est que nos virus et les norovirus dont nous parlons ce soir ne vont venir que via les rejets humains. Et donc ça fait une différence. Puisque, effectivement, ils vont venir que de nos propres rejets, stations d'épuration, maisons mal raccordées, ou même des rejets directs si jamais on n'est pas correct avec l'utilisation du littoral. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Très bien. Je vois qu'on a une question aussi dans le chat. Comment on surveille les coquillages concrètement? Est-ce qu'on va les ramasser? Comment ça se passe la surveillance? Oui, tout à fait. Donc, ce réseau microbiologique que j'évoquais, qui est coordonné par l'IFREMER et qui est mis en place à la demande de la Direction générale de l'alimentation. Donc, tous les mois ou tous les 15 jours, en fonction des localisations, des agents vont collecter des coquillages et vont les ramener dans des laboratoires qui sont agréés, donc c'est-à-dire on sait qu'ils ont une bonne technicité pour analyser ces coquillages et ils vont faire des analyses. Les résultats sont interprétés et transmis à la Direction générale de l'alimentation. Très bien, merci. Et donc, on peut se demander aussi si ces norovirus, ce sont des virus du coup qui infectent les humains, comment ça se fait qu'ils persistent et qu'on les retrouve dans les huîtres? Voilà. Donc, déjà, comment est-ce qu'ils vont se retrouver dans les huîtres? Alors, je suppose que tout le monde a plus ou moins mangé une huître ou du moins ouvert une huître. Donc, une huître, c'est un bivalve. Donc, lorsqu'elle va être dans l'eau, elle va ouvrir ses valves et elle va filtrer de l'eau de mer pour ses activités physiologiques, donc respiration et nutrition. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, l'huître? Elle va prendre des particules qui sont dans l'eau de mer. Et forcément, les particules qui viennent de nos stations d'épuration, c'est de la bonne matière organique. Et sur cette matière organique, il va y avoir des virus. Et donc, elle va pousser ces particules avec ses branchies, elle va les pousser, elle va créer un mouvement d'eau dans sa coquille. Et elle va pousser ces particules vers les palpes labiaux pour les faire rentrer dans sa bouche, où après, il va y avoir une digestion relativement simple de ces particules, de cette matière organique. C'est un virus humain, donc l'huître, ça va rien lui faire du tout. Elle va absolument avoir aucun symptôme. L'huître, elle ne va pas sentir mauvais. Il n'y aura rien physiquement qui pourra laisser supposer qu'il y a des virus humains dans l'huître. Et ce que l'on a montré il y a des années avec mon équipe, c'est que ces virus, ils s'accrochent au tissu de l'huître. Et que donc, tout ce que l'on peut faire pour éliminer ces virus, c'est lent. Et que ça va diminuer petit à petit, mais seulement s'il n'y a plus d'apport d'eau usée contaminée. Donc, en fait, les virus vont rester sur les tissus. Très bien. N'hésitez pas toujours dans le chat si vous avez des questions à chaque slide, on pourra y répondre en temps voulu. Ou si vous voulez poser à la fin, on pourra revenir sur les diapos, il n'y a pas de souci. Et donc, quel est le rôle de l'humain dans ce cycle infectieux? Comment est-ce qu'il intervient qui participe à cette infection? Alors ça, c'est une excellente question, parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de cette contamination de nos eaux littorales. En période hivernale, il y a de la gastroentérite qui circule chez l'homme. Que ce soit la majorité du temps, on va se contaminer de personne à personne, c'est les enfants à l'école qui ramènent du virus à la maison, on est tous malades, on va rejeter du virus dans nos eaux usées. Ces eaux usées, en plus l'hiver, on peut avoir des pluies importantes, les réseaux de stations d'épuration vont déborder, nos eaux usées vont partir à la côte. Et donc les huîtres, comme je viens de le dire, elles vont filtrer cette matière organique, elles vont sélectionner certaines particules virales et malheureusement, mais c'est bien sûr, ce sont des accidents et c'est pas non plus tous les jours, éventuellement, lorsque l'on consomme des huîtres, on peut de nouveau être infecté. Donc je dirais, et ce petit schéma-là vous montre, ça fait un cercle en fait. On rejette du virus, il passe dans l'environnement et ça retourne à l'homme. Donc en fait, voilà, c'est vraiment un peu retour de bâton. On n'a qu'à faire attention à nos rejets.
Et s'il y a des problèmes de rejet qui sont induits par l'homme, est-ce qu'il y a aussi des problèmes avec les animaux? Est-ce que les animaux, ils ont un rôle dans ce cycle infectieux? Donc, alors ça, c'est tout ce problème éventuellement de ces virus animaux qui pourraient passer à l'homme, mais on sait que c'est très rare. Et donc, parce que souvent en zone littorale, on peut voir des vaches qui sont dans les champs, on peut même avoir des élevages de différents animaux, et donc craindre qu'il y ait ces rejets animaux qui arrivent en zone littorale. Et si ça arrive, effectivement, ça peut être également filtré par les huîtres et donc ces virus animaux vont également se retrouver dans les tissus d'huîtres. Mais là aussi, ce que l'on avait un peu démontré, surtout pour cette famille des norovirus, c'est que les norovirus animaux ne vont pas rester dans les tissus de l'huître. Ça, on continue à essayer de comprendre comment, mais donc ces virus animaux vont persister moins longtemps dans les tissus de l'huître. Et en plus, lorsque l'homme va consommer ces coquillages potentiellement contaminés par des virus animaux, là, il y a vraiment très peu de chances qu'il y ait un passage à l'homme. Donc, c'est vraiment rare. Donc, bien sûr, en tant que chercheur, je ne vais pas dire ça n'arrivera pas, mais la probabilité que ces norovirus animaux passent à l'homme via la consommation d'huîtres est vraiment très faible. D'accord. On a une autre question dans le chat qui demande: et si on donnait un bain d'eau propre aux huîtres avant la vente, est-ce que c'est déjà mis en place ou bien est-ce que c'est envisageable? Mais oui, absolument. Et donc, c'est même dans la réglementation pour des huîtres qui montre qu'il y a une contamination par des bactéries, on doit les placer dans une eau propre. En général, donc les producteurs les laissent pendant plusieurs heures dans une eau de mer propre, c'est-à-dire qui a été filtrée et qui est exempte de bactéries ou de virus. Mais par contre, comme je le disais, les virus, ils s'accrochent. Ils sont tellement bien accrochés au tissu d'huître que ça prend beaucoup de temps. Et on suppose qu'il faut bien 15 jours, 3 semaines pour que les virus soient vraiment éliminés des tissus d'huître. Donc oui, c'est faisable, mais ça prend du temps. Et c'est donc un problème parfois lorsque, oui, la demande, on veut manger des huîtres, mais les huîtres ne sont pas prêtes à être commercialisées. Donc ça, c'est un souci. D'accord. Je pense que ça va peut-être être en lien un peu avec la prochaine question qui est posée, mais ce genre de virus peut-il se retrouver dans d'autres coquillages comme des moules et des Saint-Jacques, etc. Et si oui, pourquoi on en entend beaucoup plus souvent parler d'intoxication avec des huîtres qu'autre chose? Je suppose que la demande n'est pas forcément la même. Alors, les moules, la plupart du temps, on va les manger cuites. Alors, pas très cuites, mais du moins, on va les ouvrir, on va chauffer. Et quand même, un des moyens d'inactiver des virus, c'est de les chauffer. Donc ça, déjà, avec les moules, on va diminuer en partie le risque de contamination par les norovirus parce qu'on aura chauffé nos moules. Hein. Je suis pas une excellente cuisinière, mais éventuellement, on met un peu de vin blanc ou de crème et voilà. Donc ça va inactiver quand même, cette cuisson va inactiver le virus. Les coquilles Saint-Jacques, alors les coquilles Saint-Jacques, on va les nettoyer. Les coquilles Saint-Jacques, en fait, qu'est-ce qu'on mange? On va manger que la noix que la noix. On va éliminer tout ce qui est branchi, là, ce qu'on appelle la barbe, et puis les tissus digestifs. Et en fait, c'est donc les tissus vraiment de la coquille Saint-Jacques que l'on va consommer. Et comme le virus ne se multiplie pas dans le tissu des coquillages, en fait, le virus, il va rester au niveau des tissus digestifs de tous les coquillages. Donc, si on tire les tissus digestifs du coquillage, on élimine 90% de la contamination virale. D'accord. Donc ça explique pourquoi on entend beaucoup plus parler des contaminations par les huîtres qu'on mange quasiment ou plus souvent cru que les Voilà. moules ou les Saint-Jacques. Mais si on mange des moules crus ou des palourdes, voilà, le risque va augmenter. D'accord. On a une autre question. Est-ce qu'un processus de congélation, décongélation, comme pour le poisson cru, serait envisageable pour combattre ces virus qui sont accrochés au tissu? Pas sûr. Les virus, ils sont vraiment résistants à la congélation, décongélation.
Donc, en fait, alors que par contre, un tissu d'huître, une huître que vous avez congelée, quand vous la décongelez, elle est pas si agréable à manger. Ça va être un peu, le goût va être différent quand même, la texture va avoir changé, alors que je suis sûre que le virus, ça lui aura pas fait grand-chose. Donc non, ça marche pas pour les virus. D'accord. Alors merci pour la réponse à ces questions. J'espère que ça vous a été dans le chat, que ça a répondu à vos interrogations. Et donc pour finir un peu cette présentation, donc j'espère que vous en avez tous appris un peu plus. Et en bref, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de la présentation si on devait récapituler un peu tout ce qu'on vient de voir? Donc en fait, les virus, ils circulent dans la population humaine. Ce sont des virus que l'on appelle les virus de c'est la gastroentérite hivernale, voilà. À part pendant la période où on a été confiné, là où on a vu une grande diminution de ces virus, ils sont présents tous les hivers. Et avec à plus ou moins forte, les gens sont plus ou moins malades, mais il y a quand même toujours des virus qui circulent l'hiver. Et la majorité du temps, je dirais, on mangerait pas de coquillages, on aurait des virus quand même. C'est vraiment personne à personne. C'est parce qu'on commence à avoir cette épidémie qu'ensuite il va y avoir du virus dans l'environnement. Et donc, effectivement, il y a des concentrations importantes dans les eaux usées. Alors, les traiteurs, les stations d'épuration ont fait de gros progrès. Hein. On a des stations d'épuration qui sont capables d'éliminer les virus. Par contre, oui, il y a toujours des pluies importantes, des fuites sur les réseaux, des accidents, et on peut avoir du virus dans l'environnement. Et comme ces virus sont très résistants, et ils vont arriver dans l'environnement et sur nos eaux littorales, et là aussi, hein, il y a une augmentation de la population sur nos eaux littorales, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de virus aussi rejetés sur l'environnement littoral. Et dans les huîtres, oui, elles filtrent l'eau de mer. Hein, voilà. On peut presque même, il y en a qui proposent de les utiliser pour essayer de nettoyer l'eau de mer. Et donc, ensuite, ces virus, ils vont résister, ils vont rester dans les tissus d'huître. Par contre, ils vont pas infecter l'huître. Ça ne lui fait rien du tout. Mais ils vont s'accrocher. Et si jamais quelqu'un consomme ces huîtres contaminées, cette personne pourra être malade. Voilà, c'est un peu là, de nouveau, je dirais, on refait un peu cette boucle. Et donc, c'est le cœur de notre problématique de recherche au niveau de l'équipe du laboratoire. Très bien. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que dans le chat, vous aurez d'autres questions? Alors, il y a une question qui a été posée précédemment et que j'avais pas vue. Il y a quelqu'un qui demande quelles sont les principales différences entre les norovirus et d'autres virus gastro-intestinaux comme les rotavirus ou l'astrovirus. C'est peut-être des questions un peu plus scientifiques, mais c'est intéressant aussi. De virologiste, oui, absolument. Donc, tous ces virus sont des virus de gastroentérite, effectivement. Mais les astrovirus, je dirais, semblent être moins pathogènes pour l'humain. On les trouve dans des cas de gastroentérite, mais souvent on les a trouvés quand même associés à d'autres virus tels que les norovirus. Et je dirais, on pourrait rajouter aussi dans cette liste les sapovirus qui pourraient être aussi des virus importants au niveau des gastroentérites. Les rotavirus, et donc ça, effectivement, sont des virus, mais qui infectent surtout les jeunes enfants. On les trouve de temps en temps dans des gastroentérites chez l'adulte, mais moins fréquemment. Mais oui, et parfois dans des épidémies liées à la consommation de coquillages, on en a trouvé, mais c'est beaucoup plus rare. Mais voilà, c'est toujours, c'est un point important puisqu'effectivement, ils peuvent être transmis aussi. Ils sont résistants. Ok. On a une autre question. Est-ce qu'on sait s'il y a des vaccins ou s'ils sont en cours pour ces virus? Alors oui, il y a des études sur des vaccins, des développements de vaccins, mais qui seront plus, je dirais, les norovirus, alors j'ai commencé par dire ça, ce sont des virus qui sont très variables. Pour la population, je dirais générale, bon oui, c'est une gastroentérite, c'est pas agréable, on n'est pas bien pendant quelques jours, mais c'est pas dramatique. Donc les vaccins sont en cours de développement, surtout pour les populations à risque, comme les personnes immunodéprimées ou les personnes âgées. Et donc il y a
des vaccins en cours de développement, mais alors, d'une part, je ne suis pas spécialiste en vaccinologie, et lorsque l'on s'attaque à des virus qui sont aussi divers que les norovirus, c'est compliqué de cibler les souches qu'il va falloir protéger la population. D'accord. Il y a une question qui est un peu liée. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais d'abord poser celle-là. Y a-t-il des recherches agroalimentaires pour le développement d'huîtres OGM qui ne pourraient plus être réservoirs de ces virus? Alors, vaste question également. Donc, nous avons développé un projet de recherche. On essaye déjà d'identifier précisément comment ces virus s'attachent au tissu de l'huître. On commence à bien comprendre. Donc maintenant, il faudrait rentrer dans les génomes de l'huître pour essayer de les muter, pour éviter qu'ils accrochent ces virus. Donc ça, c'est un autre pan de recherche qu'il faudrait développer. Et après, vous savez, les huîtres sont des animaux aussi, donc en fonction même des conditions dans lesquelles elles sont élevées, ça aussi, c'est d'autres champs d'analyse et de recherche qui doivent être développés, même le microbiote de l'huître, quelle est l'importance aussi par rapport à la contamination et au fait qu'elles sont capables de capter ou pas les norovirus. Donc avant d'aller sur des huîtres OGM, il faudrait peut-être aussi voir comment est-ce qu'on peut travailler sur plus la flore endémique dans lesquelles sont élevées ces huîtres plutôt que d'aller modifier les génomes des huîtres. Ok, tout à fait. Et donc, pareil, en lien avec la dernière question, est-ce qu'il faudrait plus agir sur l'humain ou sur l'huître? Qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour limiter la propagation? Alors, je dirais agir sur l'humain, du moins agir sur les rejets de l'homme. Parce que théoriquement, quand même, surtout dans un pays développé comme notre pays, on peut se dire que théoriquement, on devrait être capable de gérer nos propres déchets. Voilà. Bon, on voit, hein, là, on vient d'avoir des inondations terribles en Bretagne. Bah, c'est sûr que là, les stations d'épuration, les réseaux d'eau usée, tout a été voilà, complètement inondé. Donc, c'est vraiment une question complexe qui fait que voilà, il faudrait un petit peu agir surtout parce qu'à travers aussi cette contamination de nos zones littorales, bah, c'est tout l'équilibre de la flore microbienne du littoral qui est remise en question. Donc, ouais. Ouais, ce serait un peu compliqué. Enfin, Voilà. les deux aspects sont un peu compliqués. Oui. Une autre question, puisqu'il y a plusieurs norovirus, y a-t-il des zones d'endémicité pour certains génotypes ou sont-ils cosmopolites? Ils sont cosmopolites. On s'aperçoit lorsque on discute avec nos collègues, alors européens ou même américains, japonais, chinois, on a tous les mêmes virus, ils circulent tous. Alors voilà, plus ou moins, parfois il y a une souche qui est plus présente dans un pays, mais quelques mois après, elle arrive dans un autre pays. Donc on a tous les mêmes. On se les partage. Ok. Est-ce qu'il y a des variétés d'huîtres qui seraient plus à même d'être réservoirs à norovirus? Ah, bah ça, c'est une question également sur laquelle nous travaillons. On voit l'huître creuse qui est l'huître la plus consommée à l'heure actuelle en France. Effectivement, c'est l'huître sur laquelle nous travaillons le plus, mais par exemple, l'huître plate, peut-être qu'on concentrerait moins les norovirus ou d'autres espèces, d'autres variétés d'huîtres. Donc oui, ça, ce sont des questions qui sont importantes à analyser et à envisager. Ouais. Et après, on a une dernière question. Enfin, dernière, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, mais c'est la dernière que je vois. Est-ce qu'on sait si le réchauffement climatique pourra avoir un impact futur sur une possible augmentation des cas? Alors, ce réchauffement climatique, certes, voilà, vaste question. Oui, parce que comme je viens de le dire, il va entraîner de plus en plus de phénomènes de pluie brutale.
Donc de lessivage de bassins versants, de débordement de stations d'épuration et donc de rejet direct d'eau usée dans les zones littorales. Donc oui, est-ce que c'est réchauffement climatique, est-ce que c'est changement, est-ce que c'est toute cette pluviométrie qui nous tombe parfois comme ça, comme des à-coups? Oui, ça c'est sûr que ça explique aussi que ces dernières années, il y a quand même eu des crises assez importantes de contamination des zones ostréicoles. Oui, c'est peut-être pas le réchauffement climatique directement qui influence, mais c'est tous les problèmes qui sont à côté. Voilà, c'est plus, voilà. Alors, on a une autre question. C'est un peu plus concret. Est-ce que vous travaillez directement sur les huîtres des bassins ostréicoles ou vous avez des élevages plus contrôlés pour les recherches? Les deux. Donc effectivement, l'Ifremer peut produire des huîtres. Nous avons des lignées d'huîtres que nous suivons et qui sont produits. Nous avons nos plateformes de production d'huîtres. Mais en général, pour la majorité des travaux, nous travaillons sur des huîtres, alors soit des huîtres sauvages que nous prélevons, soit des huîtres que nous achetons à des producteurs. Donc on essaye de faire les deux, voilà, pour essayer, parce qu'effectivement, on va avoir des compléments d'information en fonction de ces huîtres qui seront élevées de manière différente. Ok. Alors ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. N'hésitez pas encore si vous avez d'autres questions. On va peut-être en prendre une dernière. Alors je regarde s'il y en a d'autres. Alors on en a une dernière. Est-ce qu'il y a d'autres virus infectant l'homme que l'on peut retrouver dans les huîtres? Par exemple grippe ou SARS-CoV-2? Alors, il y a dans les huîtres, on peut trouver lorsque l'on fait des approches où on essaye de séquencer tous les micro-organismes dans des huîtres, on va trouver beaucoup de choses. Par contre, tous ces virus ne vont pas être infectieux. Et nous avions fait une étude lors de la pandémie le début de la pandémie du SARS-CoV-2, on a regardé si ce virus, à l'heure où on se posait toute la question, est-ce que ce virus est vraiment résistant dans l'environnement? Et donc, l'Ifremer avait mis un plan d'action en route et nous avons analysé des coquillages prélevés sur le littoral. On n'a jamais trouvé de SARS-CoV-2 dans les huîtres, même dans des endroits vraiment contaminés. Et ensuite, on a appris sur ce virus et on sait que déjà, une fois rejeté dans les selles, il y a très peu de virus infectieux. Et en plus, à travers les stations d'épuration, au bout de quelques jours dans les eaux usées, il va vraiment perdre son infectiosité. Donc, éventuellement, on peut trouver un peu de traces de virus, mais ce ne sont pas des virus infectieux. Et en plus, ces virus, on s'infecte par voie respiratoire, alors qu'une huître, on va la manger, on va l'avaler. Donc là, le virus ne va pas trouver sa voie d'entrée chez l'homme, je dirais classique, de même que pour le virus de la grippe. D'accord. Du coup, ça fait déjà une demi-heure qu'on est là. On va peut-être arrêter pour ce soir. Si vous avez encore jamais des questions dans le chat, vous pouvez les poser et peut-être qu'on pourra y répondre directement à l'écrit. Mais en tout cas, merci à tous pour votre participation et pour vos nombreuses questions. Donc on va remercier le docteur Le Guyader. Vous pouvez la remercier également dans le chat. On la remercie, les jeunes de la SFV se joignent à moi pour la remercier également parce qu'elle a tout de suite accepté de nous suivre sur ce projet. Elle nous a accordé du temps et elle a été très impliquée dans la préparation. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet et peut-être passer au niveau supérieur en matière de virologie, n'hésitez pas à aller voir ses travaux de plus près. Et du coup, comme je disais, si vous avez encore des questions dans le chat, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi peut-être nous les poser sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn. On pourra peut-être vous mettre le lien directement dans le chat aussi. Et ça nous aiderait également beaucoup si vous pouviez nous suivre là-bas.
Comme ça, vous serez aussi informés pour les prochains événements, puisqu'on compte refaire ce genre de webinaire live Twitch interactif. Et d'ailleurs, si vous avez des idées ou des suggestions ou des thèmes qui seraient susceptibles de vous intéresser pour les prochains, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Également, s'il y a des jeunes virologistes dans le public qui seront présents du 23 au 25 avril à Lyon pour les journées francophones de virologie, n'hésitez pas à venir nous voir le mercredi matin, donc le 23, pour la matinée qui est organisée par les jeunes de la SFV pour les jeunes. Et on aura la chance d'écouter le parcours de 3 professionnels de la virologie auxquels vous pourrez poser toutes les questions qui vous intéressent pour la suite de votre parcours professionnel. Donc encore merci grandement à Swazik ce soir. Merci à vous, c'est surtout super expérience. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le public ça vous a plu aussi. Et vous pouvez aussi remercier dans le chat les modératrices et celles qui ont travaillé avec moi pour la réalisation de ce live. Donc Claudie, Florine, Charlène, Margot et Léa qui ont travaillé dur pour mettre en place le live Twitch ce soir. Donc bonne soirée à tout le monde, j'espère que ça vous a plu et passez une bonne soirée. Merci Swazik. Merci beaucoup et merci à vous tous pour le travail.